Ma meilleure amie a prétendu avoir un ex violent pour déménager et entamer une liaison avec mon mari, mais maintenant je raconte mes vengeances au moment de dormir, et cela me procure de la satisfaction. Je n'utiliserai pas de nom réel ni d'âge, car je ne veux pas être reconnue. Je commencerai par dire que je n'avais pas eu de nouvelles de Lila depuis presque 4 ans, quand elle a soudainement réapparu dans ma vie. Cela a commencé par une série d'appels manqués et un message vocal rempli de panique. Elle disait qu'elle avait besoin d'un endroit où rester, qu'elle avait enfin quitté son petit ami abusif et qu'elle n'avait nulle part où aller. C'était très convaincant, parce que sa voix s'est brisée au milieu du message, et j'ai pu entendre qu'elle essayait de ne pas pleurer. Lila et moi avions grandi ensemble, mais nous nous étions éloignés dans la vingtaine, villes différentes, décisions différentes. Mais l'entendre ainsi, brisée et désespérée, a réveillé en moi quelque chose que je pensais avoir enterré, l'instinct de la protéger. Quand j'ai raconté à mon mari, Eric, qu'elle voulait rester avec nous quelque temps, il était confus. Il la connaissait à peine, ne l'avait vue que 2 fois, mais il savait assez, d'après les histoires que je lui avais racontées, pour douter. Nous avons pensé qu'elle n'avait vraiment nulle part où aller, que ce ne serait que pour quelques semaines, le temps qu'elle règle les choses. Il a haussé les épaules et a dit que c'était ma décision. Avec le recul, j'aurais pu éviter beaucoup de choses. Mais en même temps, cela m'a permis de voir ce qu'était réellement mon mariage. Lila est arrivée l'après-midi suivant notre accord, et tout ce qu'elle avait, c'était un sac à dos, un sac de sport et son visage triste. Je l'ai prise dans mes bras à la porte, et elle s'est accrochée à moi comme si elle se noyait. Eric était derrière moi, lui adressant un salut poli, et Lila lui a fait un petit signe de tête avant de demander si elle pouvait aller se coucher. Nous l'avons installée dans la chambre d'amis. Elle n'a pas beaucoup parlé ce premier jour, juste quelques mots sur à quel point elle était reconnaissante et combien elle nous devait. À la fin de cette semaine-là, Lila se sentait déjà chez elle. Elle a réorganisé les meubles de la chambre d'amis, a commencé à laisser ses chaussures près de la porte d'entrée, et s'est proposée pour cuisiner. Un soir, Eric a ri à une de ses blagues pendant le dîner et a dit qu'elle faisait ses pâtes préférées mieux que moi. C'était un commentaire innocent, peut-être même un compliment pour elle, mais la façon dont elle a souri est restée gravée dans mon esprit. Au début, c'était des choses subtiles. Lila, elle semblait toujours être dans les parages quand Eric était à la maison. Si j'étais dans la cuisine, elle apparaissait soudainement dans le salon avec lui, riant beaucoup trop fort. Un matin, je suis sortie de la douche et je l'ai trouvée assise sur le canapé, portant mon sweatshirt et buvant dans ma tasse. Eric a dit qu'il pensait que c'était la sienne. Elle a souri et a dit que ça sentait comme lui, de toute façon. Eric disait qu'il ne se passait rien, qu'elle essayait juste de reprendre sa vie en main. Il m'a dit de ne pas trop y penser, qu'elle avait traversé beaucoup de choses et qu'elle n'avait peut-être plus de limites, parce qu'elle ne s'était pas sentie en sécurité depuis longtemps. Moi aussi, je pensais qu'elle s'adaptait, mais j'ai commencé à sentir que c'était moi qui m'adaptais à elle. Elle s'immisçait dans les conversations avec de petites remarques, disant par exemple qu'Eric aimait qu'on lui prépare son café du matin pour qu'il soit parfait, ou qu'elle avait toujours su parler de sport, contrairement à moi. Elle a même plaisanté une fois en demandant si Eric n'avait pas un frère jumeau pour elle. Un soir, je me préparais à dormir et j'ai entendu qu'elle disait à Eric qu'elle aimerait avoir ce que nous avions, qu'elle voyait enfin ce qu'était le véritable amour. Eric avait l'air doux, presque innocent, mais quelque chose dans sa voix sonnait comme s'il ne voulait pas quelque chose comme ce que nous avions, mais exactement cela, elle, me remplaçant. J'en ai parlé à Eric, mais il m'a traité d'intense, disant que je réfléchissais trop à quelque chose qui n'avait pas d'importance. J'ai continué à essayer d'être patiente, seulement parce qu'elle avait été une victime. Et peut-être que tout cela n'était que du stress post-traumatique. Au final, elle était mon amie et elle ne ferait rien qui briserait cette amitié. Mais peu à peu, rien ne s'améliorait, et les choses empirèrent, même dans mon propre mariage. Eric était plus distant avec moi. L'excuse était qu'il était aussi stressé à cause du travail. Lila proposa de l'aider à organiser son bureau à la maison, et je lui ai dit non, mais un jour, je l'ai retrouvée là, en train de trier des dossiers comme si c'était chez elle. Elle sourit et me dit qu'elle voulait nous faire une surprise. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas, mais mon esprit me répétait que si je ne pouvais pas faire confiance à mon mari, alors cela n'avait aucun sens de nous être mariés. Puis un après-midi, je suis entrée dans le salon et je les ai surpris sur le canapé. Rien de clairement inapproprié, mais il y avait des signes. C'était dans la façon dont leurs jambes étaient croisées vers lui, la façon dont sa main reposait un peu trop près de la sienne sur le coussin. Ce qui était vraiment étrange, c'est qu'ils se sont tous les deux empressés de se lever quand ils m'ont vu. Eric s'est levé trop rapidement, semblait coupable. Sans dire un mot, Lila a dit qu'ils étaient juste en train de regarder un film.
Je leur ai dit que tout ça me semblait bizarre, et Lila a répliqué que j'agissais comme une paranoïaque, que peut-être je devrais en parler à quelqu'un, parce que tout ce stress m'affectait. Eric ne m'a pas défendu. Cette nuit-là, je me suis assise dans la salle de bain et je me suis regardée dans le miroir. Ma meilleure amie dormait dans ma chambre d'amis, portant mes vêtements, faisant rire mon mari, et petit à petit, me chassant de ma propre vie. Et je ne ferai plus semblant de ne rien voir. J'ai commencé à prêter plus attention après cette nuit-là, sur le canapé, essayant de les prendre en flagrant délit de quelque chose de plus douteux. Puis Eric continuait de me donner un bisou de bonne nuit, apparaissant toujours à l'heure du dîner, mais il y avait quelque chose de vide dans tout ça, une absence de présence, comme si son corps était là mais son esprit n'y était pas. Quand j'ai essayé de lui parler, il m'a dit que j'imaginais des choses, que Lila ne faisait rien de mal, et qu'il fallait que j'arrête d'être si paranoïaque. Il m'a dit qu'il avait juste besoin d'un peu de chaleur et de normalité après le traumatisme qu'il avait vécu. Je lui ai dit que j'étais entièrement d'accord pour l'aider à guérir, mais cela ne signifiait pas que je voulais être poussée hors de mon propre mariage pour le faire. Après cela, il est resté silencieux et est parti, disant qu'il avait besoin d'air. Pendant ce temps, Lila continuait à dire combien elle était reconnaissante envers moi, combien je l'avais sauvée. Elle m'appelait son ange, son rocher, sa plus vieille amie. Mais ensuite, je l'ai trouvée dans notre chambre. Elle était arrivée tôt après avoir fait des courses et la maison était calme. Je n'entendais ni télévision, ni musique, ni même son habituel fredonnement dans la cuisine. Quand j'ai tourné le coin, je l'ai trouvée dans ma chambre. Pas seulement debout, mais assise à ma coiffeuse, en train de se brosser les cheveux, portant mon peignoir en soie, celui qu'Eric m'avait offert pour notre premier anniversaire. Elle s'est surprise pendant un instant, mais seulement un instant. Elle a souri et a dit qu'elle espérait que ça ne me dérangeait pas, qu'elle l'essayait juste parce qu'il avait l'air si doux. Elle a dit qu'elle avait toujours été curieuse de savoir comment ça se sentait. Je ne lui ai pas répondu. Je suis sortie, j'ai fermé la porte derrière moi, et je suis allée chercher la clé. Cette nuit-là, j'ai verrouillé la porte de notre chambre. Quand Eric m'a demandé pourquoi, je lui ai dit que si lui ne pouvait pas protéger notre espace des autres, alors je le ferais moi-même. Il m'a regardé comme si je perdais la raison, mais ce n'était pas le cas. Finalement, je commençais à voir les choses clairement. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de vérifier les caméras de la maison. Nous avions installé des caméras internes avec des détecteurs de mouvement il y a des années, principalement pour avoir l'esprit tranquille lorsque nous voyagions beaucoup. Je ne les avais pas vérifiés depuis des mois, mais quelque chose me disait que je devais le faire. Là, il y avait des images des dernières semaines, des moments où je n'étais pas à la maison, Eric et Lila sortant de la chambre d'amis, presque nus. Eric dans la cuisine, sans chemise, servant du vin à 14 heures. Un clip montrait comment elle lui frottait les épaules alors qu'il était debout près de l'évier. Un autre montrait comment il l'enlaçait, un câlin qui a duré trop longtemps. Mais ce qui m'a brisé, c'était un moment court, un baiser. Cette nuit-là, j'ai dit à Eric que je devais aller rendre visite à ma sœur pour quelques jours. J'ai fait une valise et suis allée dans un hôtel à sa place. Eric avait besoin d'espace, de temps pour réfléchir, de temps pour décider s'il voulait vraiment se battre pour nous. Eric m'a envoyé un message le matin pour savoir si j'allais bien. Je n'ai pas répondu. Lila a aussi envoyé un message, disant qu'elle espérait que tout allait bien et qu'elle me manquait. Je n'ai pas répondu non plus. À la place, j'ai appelé un avocat. 2 jours plus tard, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé Lila m'attendant seule dans la cuisine. Elle a dit qu'elle attendait de pouvoir parler avec moi seule. Elle m'a demandé qu'on s'assoie et qu'on parle, de femme à femme. Elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle m'a dit qu'elle et Eric étaient amoureuses, que ça se passait depuis un moment, que c'était réel. Elle a dit qu'elle voulait discuter de la manière dont nous pourrions résoudre ça pacifiquement. Elle a dit qu'elle avait un plan qui pourrait fonctionner pour tout le monde, que peut-être je pourrais partir un moment, prendre du temps pour moi et leur laisser régler les choses. Elle souriait en disant cela, comme si elle croyait vraiment que je m'assoirais là et accepterais. Je n'ai rien dit, pas encore, parce que j'allais dire quelque chose qui effacerait ce sourire de son visage, pour toujours. Mais je voulais d'abord profiter de l'expression sur son visage lorsque je le ferais. Je lui ai demandé si c'était tout ce qu'elle avait à dire, ou s'il y avait encore plus. Elle acquiesça, comme si elle s'attendait à ce que je pleure, peut-être que je supplie. Mais je me suis simplement levée lentement, suis allée vers mon sac, l'ai ouvert, en ai sorti mon téléphone et lui ai demandé de m'accompagner jusqu'à la télévision pour que nous regardions une jolie histoire. Elle semblait confuse, mais elle ne bougea pas. J'ai donc marché jusqu'au salon, allumé la télévision, connecté mon téléphone et commencé à faire défiler les clips.
Puis est apparue la vidéo du couloir, celle où elle sortait de la chambre d'amis, portant rien d'autre que la chemise d'Eric, jouant avec ses cheveux comme une collégienne. Puis elle se dirigeait vers la cuisine pour embrasser mon mari, pendant qu'il était appuyé contre le plan de travail, buvant du café. C'est alors qu'elle se leva, mais je lui ai dit de s'asseoir à nouveau. Elle ne l'a pas fait, alors j'ai mis la vidéo en pause et lui ai demandé depuis combien de temps cela durait. Elle n'a pas répondu, alors je lui ai reposé la question. Est-ce que c'était depuis le début? Est-ce que tout cela n'était qu'un piège? Ou toute cette histoire avec son ex abusif n'était qu'un mensonge pour être ensemble dans ma maison? Elle dit que ce n'était pas ce que je pensais, qu'elle et Eric étaient simplement devenus proches après qu'elle ait emménagé, qu'ils avaient essayé de lutter contre les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre, mais que parfois, ces choses sont très difficiles à contrôler, surtout avec une connexion spirituelle aussi forte. Je lui ai dit d'arrêter de parler comme une thérapeute et d'assumer ce qu'elle avait fait. Je lui ai rappelé que c'était moi qui lui avais offert un endroit où rester, que c'était moi qui l'avais défendu quand les gens doutaient de son histoire, et qu'elle m'avait payé en se mettant dans le lit avec mon mari. Elle a tenté de s'excuser et je lui ai dit que je ne voulais pas de ses excuses, je voulais qu'elle parte. Mais à ce moment-là, tout son ton de lamentation se transforma en une attitude pleine de droit et elle se défendit. Elle dit qu'Eric était celui qui l'avait poursuivi, que c'était ma faute de ne pas pouvoir contrôler mon mari, qu'elle était simplement tombée amoureuse de lui. Mais après qu'il l'ait poursuivi et l'ait fait tomber amoureuse de lui. Alors, je lui ai dit quelque chose que je gardais en moi depuis un moment. Je lui ai dit qu'Eric ne savait pas que j'avais déjà les enregistrements, qu'il n'avait aucune idée que je m'étais rendu compte de tout ça quelques jours plus tôt, que j'avais déjà engagé un avocat et que tout était documenté et aligné. Son visage devint pâle. Je lui ai dit que, puisqu'elle se sentait si à l'aise dans ma maison, elle pourrait m'aider à emballer ses affaires et partir dans 1 heure. Sinon, j'appellerais la police pour qu'il l'emmène en promenade. Elle m'a demandé si je parlais sérieusement. Je lui ai dit que oui, totalement, et je lui ai dit de le prouver si elle en doutait. C'est là qu'elle commença à pleurer, disant qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'Eric lui avait dit qu'il prendrait soin d'elle, qu'il lui avait promis qu'il recommencerait à zéro, et que je comprendrais quand je verrais les choses plus clairement. Je lui ai dit que la clarté, c'était la plus grande que j'avais eue dans ma vie, et cela me disait que je devais virer mon ancienne amie de la maison, pour ensuite m'occuper de mon futur ex-mari, tranquillement. Elle n'a pas emballé aussi vite que je l'aurais voulu, mais quand je suis allée dans sa chambre, mon téléphone en main, elle était partie, laissant derrière elle un chemin de feu. Eric arriva à la maison 2 heures plus tard et ne me trouva pas dans la cuisine comme d'habitude. À la place, il trouva les captures d'écran imprimées étendues sur la table à manger, comme des preuves dans une scène de crime. Il appela mon nom, mais je ne répondis pas. J'étais à l'étage, avec la porte de ma chambre fermée, en train de trier mes derniers dossiers. Je ne voulais même pas lui parler, mais finalement je suis descendue. Il m'a demandé ce que c'était que tout ça. Je lui ai dit que c'était tout ce que je pensais ne jamais voir. Il m'a dit qu'il ne voulait pas que cela arrive, mais que Lila avait flirté avec lui et qu'il s'était senti flatté. Finalement, il a dit qu'il pensait qu'ils avaient une connexion et qu'il n'avait pas pu passer à côté. Il m'a dit qu'il était confus, qu'il se sentait négligé par moi. Je lui ai demandé pourquoi il se sentait négligé par moi, ce que je n'avais pas fait pour lui ces derniers temps pour qu'il se sente ainsi. Il n'a pas répondu, mais il a ajouté qu'il fallait que je comprenne que parfois, les choses arrivent et qu'il fallait que je prenne cela du mieux que je pouvais. Je lui ai demandé ce que je devais faire, applaudir et cuire des biscuits pour sa maîtresse? La meilleure façon de faire, c'était de ne jamais les avoir attendus avec une arme chargée quand ils sont entrés par la porte. Je lui ai dit que ses affaires étaient emballées et qu'il devait partir. S'il avait besoin de quelque chose, il pourrait venir les récupérer plus tard, mais maintenant, il devait quitter la maison. Quant au mariage, il irait bientôt chez l'avocat. Il se fâcha, car il n'avait aucune intention de partir, mais je lui ai dit que s'il pensait rester seul, cela rendrait les choses encore plus difficiles lors du divorce. J'avais de quoi, et je ferais tout de toute façon, mais ce n'était pas quelque chose qu'il devait savoir ou que je lui dirais. Il frappa le mur du poing et partit. Maintenant, je ne sais pas s'il est parti avec sa maîtresse ou si chacun a trouvé un endroit différent, mais les avoir hors de la maison est la seule chose qui me donne de la tranquillité en ce moment. Il me reste encore beaucoup de choses à faire, mais c'est un pas dans la bonne direction. Mise à jour numéro 1. Me voici, vous racontant ce qui s'est passé après que j'ai écrit mon premier post, après avoir viré mon mari Eric et mon amie Lila, ou plutôt mes 2 ex. Après avoir écrit, je n'ai perdu pas une seconde. Il pensait qu'une fois que je me serais calmée, je me tranquilliserais et que ce serait tout. Il pensait que je pleurerais, que je serais triste, que je resterais dans cette maison, que je m'effondrerais, pendant qu'il irait profiter des délices de mon ex-ami.
Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Dès que j'ai fermé mon ordinateur, j'avais réfléchi à certaines choses pendant que j'écrivais mon histoire. Je me suis assise sur le canapé et j'ai ouvert ma liste de contacts. S'ils voulaient que ce gâchis reste secret, ils auraient dû le garder dans leurs pantalons. Je n'allais pas les laisser jouer les victimes. Le premier appel que j'ai passé a été à leurs parents. Sa mère a répondu avec sa voix joyeuse habituelle, demandant comment ça allait, sans savoir ce qui se passait. Je lui ai dit qu'elle devrait peut-être s'asseoir, parce que les choses étaient, eh bien, elle le saurait bientôt, et j'ai tout raconté. Je lui ai dit que j'avais des vidéos, que j'avais vu tout de mes propres yeux, que j'avais des preuves, et puis je les lui ai envoyées. Elle était très triste pour son fils, car elle ne pouvait pas croire qu'il avait ruiné son mariage. Eh bien, il l'avait fait, et même si ça me peinait de rendre une personne qui avait été gentille avec moi triste, il fallait qu'elle connaisse la vérité, et pas la vérité qu'Eric lui raconterait plus tard. Je suis passée au numéro suivant, le frère aîné d'Eric, puis sa tante, ses cousins, un par un. J'ai appelé toutes les personnes qui m'avaient dit un jour à quel point j'étais chanceuse d'avoir épousé une famille si aimante et unie. Je leur ai dit la vérité, et je leur ai montré des preuves. C'était une histoire et des preuves, un combo létal. Lila n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Pendant ce temps, elle était probablement encore blottie quelque part, en train de pleurer de m'avoir virée ou de se blottir avec Eric. Moi, j'étais en train de brûler tous les ponts que je pensais avoir derrière son dos. J'allais détourner toute l'attention sur elle, même si c'était une attention plutôt négative. J'ai posté une mise à jour soigneusement rédigée dans notre groupe d'amis communs. Le matin suivant, j'ai commencé à recevoir des messages de personnes qui m'ont dit que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'étais courageuse, que si elles avaient été à ma place, elles n'auraient pas géré ça avec autant de calme. Eric a essayé de m'appeler. Bien sûr, il a laissé des messages, me disant d'arrêter ce que je faisais, que la vengeance ne me donnerait aucune solution, que mêler sa famille rendait les choses plus difficiles pour moi et pour lui. Oui, mais il avait tort. La vengeance m'apportait une solution, celle de me débarrasser d'eux et de montrer au monde quel couple infidèle et répugnant ils étaient. De plus, j'adore me venger après ce qu'ils ont fait. Et deuxièmement, les choses devenaient de plus en plus difficiles pour lui seulement. Pour moi, elles devenaient de plus en plus faciles, car il n'y avait plus de gens pensant autrement ou me appelant pour parler de sa version déformée des événements. Lila m'a envoyé un message. Eric a dit qu'il comprenait que j'étais en colère, mais que ruiner sa vie ne me rendrait pas la mienne. Que Eric ne reviendrait pas juste parce que j'avais rendu tout cela public. Elle a dit que je la faisais passer pour un monstre alors que les choses n'étaient pas noires ou blanches, que c'était plus difficile à comprendre. J'ai répondu qu'elle s'était mise dans le lit de mon mari, et ça, c'était assez facile à comprendre, c'est pourquoi tout le monde le fait. Et qu'en aucun cas je n'essayais de récupérer mon mari, que je lui donnais tout, y compris sa facette d'infidèle. Les conséquences pour eux ne se firent pas attendre. Eric a dû prendre du temps au travail parce qu'il était trop stressé par toute cette histoire, et je trouve ça bien qu'il se sente ainsi, tandis que Lila a été mise à l'écart par de nombreux amis communs, certains qui savaient de sa relation précédente et ont complètement perdu toute sympathie pour elle à cause de ce qu'elle a fait. Ici, il n'y a pas de mensonge, je ne vous ai jamais menti. J'étais heureuse que ce qu'ils avaient fait entraîne des conséquences pour eux. Je n'allais pas attendre que le karma les rattrape, ou qu'ils s'autodétruisent comme les mauvaises personnes qu'ils étaient. J'allais leur amener la pluie de feu sur la tête. Je voyais déjà un avocat pour le divorce. Il m'a dit qu'avec les preuves que j'avais, l'affaire serait très clairement en ma faveur. Oui, Eric pourrait essayer de le retarder, faire un scandale sur les finances ou la propriété, mais il ne gagnerait pas. Pas avec ce que j'avais et je garderais la maison. C'était au nom des deux, mais j'avais payé toute l'entrée. L'avocat m'a dit que nous avions suffisamment de preuves pour montrer que ma responsabilité financière dépassait largement la sienne. De plus, la vidéo ne criait pas exactement « loyauté conjugale avec droit à la moitié ». Maintenant, il fallait que je finisse de préparer tout ça, car il restait encore quelques surprises pour ce couple de perdants. S'ils pensaient que j'allais les laisser coucher dans ma maison et que je laisserais cela arriver sans plus, ils se trompaient. Et je vais leur montrer à quel point ils avaient tort avec des exemples pratiques. Mise à jour numéro 2. Il y a un an, je ramassais les morceaux de ma vie, après que Lila et Eric les brisaient, comme une voiture qu'ils ont empruntée sans permission. Maintenant, je regarde ces mêmes morceaux et je les reconnais à peine, non pas parce que je les ai remis à leur place, mais parce que j'ai construit quelque chose de complètement différent, depuis zéro, plus fort, mieux, réel. Le divorce s'est réglé sans trop de retard. Eric a tenté de le retarder au début, en se plaignant de comment je l'avais embarrassé, comment j'avais ruiné sa vie, comment personne ne le regardait de la même façon,
mais ces plaintes se sont dissipées au tribunal lorsque nous avons présenté la vidéo de lui et Lila, pratiquement en train de jouer à être le couple heureux, dans ma propre maison, sans même attendre que l'encre de notre licence de mariage soit sèche. Mon avocat n'a même pas eu à beaucoup travailler, c'était l'un de ces cas simples. Nous avions tout et eux, ils n'avaient rien, juste une main perdante. J'ai obtenu la maison, la voiture, un accord modeste. Honnêtement, je serais partie sans rien juste pour en finir avec lui, mais le voir lutter pour accepter qu'il ait tout perdu à cause de sa propre bêtise, ça c'était un bonus. Je ne pensais pas avoir de contact avec sa famille, mais étonnamment, ses parents m'ont appelé quelques semaines après que le divorce ait été finalisé. Ils ont été assez gentils pour être mes beaux-parents, ne prenant pas le parti de leur fils juste parce qu'il était leur fils, et le voyant comme l'infidèle et le mari horrible qu'il était. Je ne sais pas, ça m'a surpris que sa propre famille reconnaisse ses actions pour ce qu'elles étaient, dégoûtantes. Ça m'a fait me sentir plutôt bien après tout. Et puis il y avait le frère aîné d'Eric. Nous n'avions jamais vraiment interagi quand j'étais mariée, juste quelques salutations polies lors d'événements familiaux. Ce n'est pas quelqu'un de très bavard. Il vivait dans un autre état et ne venait à la maison que pour les fêtes ou quand quelqu'un était hospitalisé. Il m'a contacté après le divorce, juste pour voir comment j'allais. Il m'a dit qu'il avait entendu ce qui s'était passé de ses parents, que le divorce était finalisé, et qu'il voulait s'assurer que j'allais bien. Au début, ce n'était que des conversations, quelques messages ici et là, puis des appels. Ensuite, un week-end, il est venu en ville pour le travail et m'a demandé si je voulais dîner. J'ai hésité, pas parce que je ne voulais pas le voir, mais parce que je ne savais pas si je pourrais le séparer du gâchis dont je venais de m'échapper. Mais ce n'était pas du tout comme Eric. Ce soir-là, il m'a emmené dans un restaurant tranquille dans une rue secondaire du centre-ville. On n'a pas parlé d'Eric une seule fois. Nous avons parlé de voyages, de films préférés, et de la fois où il est resté coincé sur un télésiège, tout rouge. J'ai tellement ri que j'ai failli renverser du vin sur ma robe. Je n'avais pas ri comme ça depuis des mois. Après le dîner, il m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Il y a eu une pause, l'une de ces situations où l'on sait ce qui va se passer, puis il s'est penché. Bien que je me sois sentie flattée et qu'une partie de moi voulait plus de vengeance contre mon ex-mari, cela ne me semblait pas juste, surtout parce que cela signifierait être proche de la famille dont je venais de sortir. Je ne sais pas, c'était trop étrange. Nous avons convenu de rester simplement amis, et comme il est resté quelques semaines, nous nous sommes continués à nous voir, mais rien d'autre que ce baiser n'est arrivé. Pendant cette période, nous sommes juste allés dîner ou au cinéma, mais en tant qu'amis et il semblait bien avec ça. Puis, tout à coup, Eric est réapparu. Mais il n'est pas venu chez moi, il est allé à mon bureau. Je marchais de retour de la salle de repos quand je l'ai vu, debout devant les portes en verre près de la réception. Il n'avait même pas fini sa première phrase que je l'ai interrompu. Je lui ai demandé ce qu'il voulait, car je n'avais pas de temps à perdre avec lui. Il a essayé de faire semblant d'être offensé, il a dit qu'il voulait juste parler, que nous avions un passé commun. Je lui ai demandé si ce passé commun incluait le fait que nous avions partagé mon ami sous mon toit, bien qu'il y ait d'autres choses, et puis il m'a menti en pleine face pendant qu'il planifiait de me faire sortir de notre maison. Il a commencé à bégayer en essayant de reculer, mais j'avais déjà terminé de jouer à être gentille. Il n'a pas mentionné qu'il savait que j'avais vu son frère, et il m'a dit que j'avais franchi une ligne qu'on ne devait pas franchir. Il m'a dit que tenter de sortir avec lui pour lui faire de la peine ne marcherait pas. Mais en même temps, me voilà ici, il me disait que ça ne le touchait pas. Je lui ai mentionné que je n'avais jamais essayé de sortir avec son frère pour le rendre jaloux ou me venger, c'était pour ça que j'avais couché avec lui. Je sais, rien de tout ça ne s'est passé, mais avec son frère, nous avions parlé de la possibilité qu'il découvre que nous nous étions vus et des répercussions, et qu'il pourrait dire ce qu'il voulait à mon ex, que lui le soutiendrait. Il essayait de sortir des mots, mais rien de cohérent ne sortait de sa bouche. J'ai donc fait demi-tour et suis retournée à mes affaires, puis il est parti peu après. Je sais qu'ils ont eu une discussion, mais ni son frère ni moi ne nous en soucions. Peut-être qu'un jour son frère lui dira la vérité, qu'il m'a embrassée, mais pour l'instant, il m'a dit de le laisser souffrir un peu pour être un idiot. Quant à Lila, la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle vivait avec ses parents, dans un autre état. Après mon travail de relations publiques avec elle, il n'y avait personne prêt à la laisser dormir chez eux. Du moins, chez ses parents, elle n'essaiera pas de coucher avec l'homme de la maison. Je vais bien, je continue à travailler de 9h à 17h, je continue à rentrer chez moi, dans une maison calme, où chaque chose en elle a été choisie par moi, pour moi. Je dors mieux qu'une pierre. Certains pensaient, comme Eric, que la vengeance m'empêcherait de dormir, par regret.
Mais je pense simplement à mes vengeances et je m'endors, comme si je comptais des moutons. Mise à jour numéro 3. J'ai encore beaucoup de choses auxquelles penser, quand je pose ma tête sur l'oreiller, j'essaie de dormir. J'ai déjà dit que je n'utilisais pas de comptage de moutons pour ça, mais je comptais mes vengeances contre mon ex-mari et mon ex-ami. Et maintenant, j'en ai une de plus. Et je sais que ce n'est pas une vengeance due à quelque chose que j'ai fait, mais je vais quand même m'en emparer. Ses parents ont viré Lila de chez eux après avoir découvert ce qu'elle avait fait. Je crois que mes contacts ne contenaient pas leur numéro, car sinon ils auraient reçu un appel de ma part. Mais j'ai bien reçu un appel d'eux. Quand ils ont appelé, c'était pour demander pourquoi j'avais essayé de coucher avec l'ex de Lila. C'est ce qui a mis fin à leur relation et l'a obligée à quitter la ville. La douleur était très grande, j'étais tellement confuse, mais bientôt tout s'est éclairci. Lila n'avait pas seulement été victime d'abus de la part de son ex, elle avait elle-même été infidèle. Elle avait besoin d'un endroit où rester, parce que quand son ex l'a découverte, la première chose qu'il a faite, c'était de la jeter de son appartement. Mais à ses parents, elle leur a raconté une toute autre histoire, celle où elle était la victime et moi, la méchante. Je leur ai tout expliqué, et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas croire que son ex avait été abusif, parce que quand ils l'avaient rencontré, il semblait plutôt être un bon petit ami pour Lila. Ils ne croyaient pas non plus en moi, c'est pourquoi ils m'ont appelé. Puis, ils m'ont donné le numéro de téléphone de son ex, et c'est comme ça que j'ai découvert que Lila avait été infidèle. Voilà l'histoire triste, où Lila a aussi été mise à la porte de chez ses parents. Triste pour elle, mais moi, je me suis bien amusée. Non, ce n'est pas ma vengeance, mais je me sens complice. Maintenant, mon ex pense toujours que je suis allée coucher avec son frère, et c'est pourquoi il n'est pas allé passer Noël avec ses parents, parce que son frère serait là. Je ne sais pas si ses parents font partie de la blague ou s'ils n'ont aucune idée, mais ils lui ont dit que c'était bien, après ce qu'il avait fait, qu'ils ne couperaient pas les ponts avec leur fils à cause de lui. Il y a des nuits où je ne peux même pas revenir sur tous les événements, toutes les mauvaises choses qui sont arrivées à eux deux, que je m'endors en me disant que c'est ainsi que ça devrait être quand des gens te trahissent de la pire des façons.